Monsieur, bonsoir et bienvenue au 20 bilingue de ce samedi 23 septembre 2017. Mimi Mefo, bonsoir. Merci à vous, Nadine Yambutoa. Televiewers, good evening. We thank you so much for joining us in this edition of the Bilingual Newscast. On Equinox Television tonight, activities in Buea, Kumba, Limbe, Bamenda in the two English-speaking regions of the country are steadily returning to normal. But the aftermath of yesterday's huge demonstrations is still very visible in the two English-speaking regions of the country. In this newscast, we are going to be revisiting what unfolded yesterday in Limbe, Ekuna, and also in the Southwest Regional headquarters of Buea. The protest that was peaceful but later turned violent. Also in this newscast, the National Communication Council hits again on media organs and journalists in Cameroon. About 10 of them have so far been arrested. Been affected rather. À la une de ce journal, les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun gardent encore les séquelles des vives protestations. D'hier, au moins 2 morts ont été enregistrés dans les villes de Bamenda ainsi que de Buea. C'est un calme précaire qui règne dans ces régions anglophones. On fait le point dans ce journal. Et puis ici, à Douala, la sécurité renforcée autour de la SCDP après l'explosion d'une bombe artisanale. Toute activité commerciale est désormais interdite aux alentours de l'entreprise. Cette décision du sous-préfet de Douala Premier suscite déjà des grincements de dents chez les commerçants dégarpis. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à tous. Comme je vous le disais en titre, c'est un calme précaire qui règne ce samedi dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun après les vives manifestations populaires d'hier. Selon nos reporters sur place, au moins 2 morts ont été enregistrés à Bamenda ainsi qu'à Buea dans la région du sud-ouest Cameroun ainsi que des blessés. Les populations vivent toujours la peur au ventre. Les forces de l'ordre ont démenti avoir tiré sur des manifestants lors des mobilisations populaires. Les forces de l'ordre également sont tenues à bonne distance pour éviter de s'aimer la panique. Toute manifestation publique demeure interdite. La circulation a repris ainsi que les activités dans la ville de Bamenda, mais la sécurité demeure renforcée. Hier, il faut préciser que des milliers de jeunes, adultes et personnes du 3e âge sont descendus dans les rues, arbres de paix à main. Ces populations revendiquent une fois de plus la libération des autres personnes encore détenues dans le cadre de cette crise anglophone. 24 heures après l'explosion d'une bombe artisanale derrière sur le mur arrière de la SCDP ici à Douala, le sous-préfet de Douala Premier a pris une décision d'interdire toute activité commerciale aux alentours de cette entreprise située au carrefour Agip ainsi qu'au niveau de Mbopi. Les commerçants d'Egapi grincent les dents mais saluent l'initiative des responsables de la région du littoral en vue d'assurer la sécurité des populations. Claude Okwa et Sylvestre Hippolyte Zangao. Le jour s'est levé il y a quelques heures à Douala, mais Jean-Marc Ekwambarga, le sous-préfet sortant de Douala Premier, accompagné de la police et des agents de la communauté urbaine, est déjà sur le terrain, le long du mur de la SCDP, non loin du lieu où il y a eu explosion vendredi. L'autorité administrative s'assure de l'application de la mesure interdisant toute activité aux alentours de la SCDP. À la suite de l'explosion d'hier, son Excellence le gouverneur de la région du littoral a prescrit un certain nombre de recommandations, parmi lesquelles la vigilance dans l'ensemble de la ville de Douala, mais particulièrement autour de ce qu'on est convenu d'appeler les points sensibles. Et nous considérons la SCDP comme étant un point sensible. C'est pour ça que nous avons, le préfet a donc instruit que nous interdisions toute activité commerciale de quelque nature que ce soit autour de la SCDP. C'est pour ça que nous sommes descendus ce matin pour assainir. Le sous-préfet sortant de Douala Premier indique que cette mesure n'a rien de répressif. Elle vise simplement à assurer la sécurité des populations. Cela est valable pour la sécurité de ses propres petits commerçants que pour l'ensemble des citoyens de la ville de Douala. C'est d'ailleurs pour ça que dans un communiqué que nous avons également publié hier, nous avons dit que nous comptons sur le civisme des populations. Parce que le problème n'est pas seulement de venir sévir. Il faut que les populations intègrent des problèmes de sécurité qui sont des problèmes de tout le monde. Nous pensons que maintenant, avec
des événements qui sont en train de se produire à Douala et ailleurs, les gens vont comprendre que les mesures que nous sommes en train de préconiser sont des mesures utiles pour tout le monde. Et même si quitter le lieu de leur gagne-pain leur fait grincer des dents, les commerçants de Guerpé pensent que cela vaut mieux que s'exposer au pire. Ça protège nous tous. Ici, si les bombes là prenaient le pétrole, ça devait nous prendre tous d'abord, nous qui sommes au milieu d'abord là, ça devait d'abord nous prendre. Comme ça n'a pas pris, on doit laisser l'endroit là comme ça. Pour sauver les vies humaines, c'est normal. Je vois de l'eau glacée, les orages ici. Je suis arrivé tout juste avant l'explosion et c'est net là où je vais. Une très bonne initiative parce qu'aujourd'hui, hier c'est Bamenda, après c'est Boya, aujourd'hui c'est Douala, donc c'est très dangereux cette situation. Beaucoup invitent toutefois les autorités à aller au-delà de cette mesure et à ne pas baisser la garde cette fois. Car en 2015, la plupart des mesures qui avaient été prises pour lutter contre l'insécurité et précisément le terrorisme à Douala n'avaient été observées que quelques mois. Et à l'ouest Cameroun, la ville de Tchon ne s'est pas toujours remise après l'effondrement d'un immeuble RE+4 en construction et qui a coûté la vie à une personne. Après avoir été retirée des décombres, la victime n'a pas survécu au choc. Elle a rendu l'âme à l'hôpital et les secours actifs tentaient toujours de secourir des personnes qui seraient encore coincées dans ces décombres. Leclerc Sakem, Mirabel Mazo. Émoi et consternation sont les sentiments qui habitent cette famille qui vient de perdre un des leurs dans l'éboulement de cet immeuble 4 étages en construction dans la ville de Tchon. Selon des témoignages, l'immeuble a présenté quelque temps avant des signes d'éboulement. Ça fait près de 2 semaines qu'on a constaté les fissures de la maison et hier on a voulu renforcer. Bon, comme c'était déjà trop dans la pluie, on a voulu, nous tous, on est sortis pour revenir après la pluie. Au nombre de 6. Donc, on était au nombre de 6, 5 personnes ont sorti, il restait une personne dedans. Bon, après, dans la pluie, nous-mêmes étant dehors, on a constaté que la maison s'est cassée. Les populations ont frôlé la tragédie. Plusieurs personnes s'y étaient abritées pendant la pluie tombante qui a complètement fragilisé cet immeuble qui avait déjà du mal à tenir debout. L'homme de la trentaine d'années qui est décédé avait pu être secouru dans un hôpital de la place mais a rendu l'âme quelques heures après. Sur place, les secours s'activent pour essayer de retrouver des personnes qui seraient encore coincées dans les décombres. Autre actualité dans ce journal, c'est un nouveau coup de massue du CNC sur la presse au Cameroun. L'organe en charge de la régulation des médias vient de frapper du poing sur la table en suspendant des journalistes et organes de presse pour une durée allant d'1 à 6 mois. Le Conseil national de la communication reproche à ces organes des dérives et manquements à la déontologie dans l'exercice de leur profession de journaliste. Emmanuel Diopé-Guizogo. Le Conseil national de la communication vient de laisser tomber son épée de Damoclès sur certains médias à l'issue de sa session du 12 septembre 2017. Sur 22 cas examinés, 20 se sont soldés par des sanctions allant d'1 à 6 mois. Quelques organes de presse écopent de sanctions lourdes du fait d'avoir été visés par plus d'une requête. C'est le cas pour les journaux La Météo, L'Épervier, La Tribune de l'Est Économie, suspendus pour 6 mois, après des doubles peines. La radio Amplitude, qui échappe à la suspension, se voit néanmoins amputée de 2 de ses programmes phares, respectivement Embouteillage de Martinez-Zogo, lequel est suspendu pour 3 mois, et Investigation sociale pour 4 mois. Ades Info écope d'une suspension de 6 mois également. Le profil des personnalités ayant obtenu des sanctions contre les médias montre des figures comme Samuel Etofis, Pierre Semengue, Philippe Ngolengwese, Cyrus Ngo et Alain Noël Olivier Mokoulum Vondo. Un cas apparaît emblématique cependant dans les sanctions du CNC, celui d'un ingénieur de télécommunications dénommé Alain Michel Vier, qui a obtenu la suspension de 4 médias dans une affaire relative à sa désignation comme chef de 3e degré. Au-delà de ces sanctions, 2 affaires se sont soldées par des non-lieux, dont une mettant en cause la nouvelle expression et une autre à la demande du ministre Elépierre qui n'a pas eu gain de cause pour vice de forme dans sa procédure.
Et toujours dans ce chapitre, le syndicat national des journalistes du Cameroun se dit solidaire du rapport du comité pour la protection des journalistes. Le dit rapport indique que la loi antiterroriste 2014 ne garantit pas du tout la liberté de la presse au Cameroun. François Dikoumé et Étienne Pascal Azégué. D'après le comité pour la protection des journalistes, la loi antiterroriste de 2014 est utilisée pour museler la presse ou l'opposition camerounaise. À cet égard, le cas du correspondant de RFI en langue Haoussa, Ahmed Abba, emprisonné depuis 2 ans, est cité en exemple. Une position du CPJ qui a suscité la réaction du ministre de la Communication. Ce dernier, dans une sortie dont l'exclusivité a été réservée au poste national, au détriment de toute la presse, a dit ce qu'il suit. Non seulement nous rejetons ces accusations, nous disons que notre nation n'a jamais accepté une puissance tutélaire quelle qu'elle soit. Je le mets au défi de me prouver qu'un seul journaliste dans l'exercice de son métier a donc été inquiété, encore moins arrêté du fait donc de la loi antiterroriste. À la suite du ministre de la Communication, le syndicat national des journalistes du Cameroun s'est dit par contre solidaire du contenu de ce rapport. Pour le secrétaire national à la communication du syndicat national des journalistes du Cameroun, le rapport du CPJ a été apprécié en partie par le porte-parole du gouvernement. Cette réaction du ministre, elle est inopportune et elle ne permet pas véritablement de cerner ce qui est reproché à ce rapport. Nous attendions que le ministre de la Communication puisse davantage s'attarder sur les recommandations qui ont été faites. Les recommandations ont été faites non seulement au gouvernement du Cameroun, aux organisations internationales, à la communauté internationale et à l'Union européenne, aux membres de l'Union européenne. Dans ce même rapport, le comité pour la protection des journalistes interpelle également l'Union européenne pour mettre la pression sur le pouvoir de Yaoundé afin d'obtenir la libération du correspondant de RFI en langue Haoussa. Ce que Issa Chiroma Bakari qualifie de condescendant. N'êtes-vous pas surpris que ce monsieur ose demander à Bruxelles, Paris et autres d'exercer des pressions sur le président Biya pour qu'on libère quelqu'un qui a été pris en flagrant délit de soutien au terrorisme, puisqu'on a trouvé par devers lui un équipement qui atteste donc de sa connivence avec les terroristes? Le syndicat national des journalistes du Cameroun, par contre, voit plutôt une démarche qui pourrait permettre la pratique de ce métier en toute liberté au Cameroun. À la suite de ce rapport, ce que nous disons simplement que le gouvernement du Cameroun puisse respecter ce qui peut tenir lieu de résumé de ce rapport-là. En premier lieu, laisser les journalistes travailler en toute liberté et en deuxième, ne pas faire place pour les journalistes en prison. Notons que le comité pour la protection des journalistes est une association à but non lucratif fondée en 1981 et dont le siège se trouve aux États-Unis d'Amérique. On parle de toute autre chose à présent et c'est un bilan jugé positif de la mise en œuvre du système d'observation indépendante dont l'objectif était de lutter contre l'exploitation forestière illégale dans les régions du centre, sud et est. Malgré les bons points, beaucoup reste encore à faire pour convaincre les acteurs à respecter les législations forestières. Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Implémenté pendant 14 mois, le système d'observation indépendante externe peut se targuer d'avoir mis un peu de l'ordre dans l'application des réglementations forestières. L'exploitation forestière illégale a un peu diminué dans les zones d'intervention du projet, dans les forêts du domaine national, que dans les UFA ou bien les forêts communales. Nous nous rendons compte qu'au travers de ce projet, il y a eu beaucoup d'actions de dénonciation des cas d'exploitation présumée illégale faites et qui ont induit des actions de la part de l'administration. On peut le remarquer déjà dans la zone du sud et dans la zone de l'est où le projet a été mis en œuvre. Des acquis qui n'enterrent cependant pas les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du projet dans les principales zones d'intervention. Il y a par exemple des difficultés d'accès à certains sites d'exploitation qui n'étaient pas favorables à la réalisation des missions d'OI. Autre difficulté, c'est que dans le suivi des obligations sociales, nous n'avons pas pu avoir accès aux documents de base qui devaient permettre de faire le suivi pour savoir si les engagements sociaux pris par les entreprises forestières envers les communautés d'implantation ont été réalisés. Mais à l'heure du bilan, il y a lieu de saluer l'implication des pouvoirs publics
et notamment les responsables du ministère des Forêts et de la Faune, qui dans le cas d'espèce ont accompagné et valorisé le travail effectué par la société civile en prenant quelques mesures salutaires. Il y a eu par exemple des dénonciations dans l'exploitation frauduleuse. Après l'appréciation de la haute hiérarchie, il y a eu des sanctions. Il y a par exemple le cas de Mbemo, du village Mbemo, le cas d'Akok et autres. Nous voulons féliciter le MILFOF parce que pour une fois, on a pu vivre l'exemple d'une collaboration acceptée entre administration et société civile. Nous allons prendre pour exemple les cas de missions conjointes, des vérifications qui ont été faites sur le terrain et qui ont induit à la suite à des sanctions au niveau de l'administration. Mais le combat continue, puisque le respect de la réglementation forestière n'est pas du goût de tous les acteurs. Dans son déploiement, le système d'observation indépendante externe avait pour objectif de contribuer à la gestion durable des forêts et à l'implémentation de l'APV-FLEC, signé entre le Cameroun et l'Union européenne sur l'application des législations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de bois et produits dérivés. Le chapitre santé de ce journal à présent. Déjà 3 semaines que les médecins humanitaires du bateau Mercy Ship s'activent pour sauver de nombreux patients victimes de pathologies rares. Plus de 100 malades ont subi des interventions chirurgicales, maxillofaciales, orthopédiques et obstétricales. Plusieurs médecins camerounais sont en recyclage biomédical de 8 semaines à l'hôpital La Quintini de Douala et d'autres en cours de gestion essentielle de douleur. Du côté de Yaoundé, ils auront pour rôle d'intégrer le programme de renforcement des capacités médicales de l'hôpital flottant. Et dans l'extrait qui va suivre, Kate Pitchford, l'attachée de presse du Mercy Ship, dresse le bilan de ces 3 semaines d'activité au micro d'Equinox Télévision. Nous sommes maintenant à la fin de notre 3e semaine de chirurgie et nous avons déjà effectué plus de 100 chirurgies. Cette semaine, nous avons également démarré la sélection des patients ayant des cataractes avancées dans les 2 yeux. Et nous commencerons bientôt la première d'environ 2000 chirurgies de cataractes. La clinique dentaire traite déjà environ 50 patients par jour. Et comment se déroule la prise en charge des patients au cabinet dentaire du bateau humanitaire Mercy Ship? François Dikome et Kediara sont nos guides. Les dentistes du bateau humanitaire Mercy Ships, installés dans les bâtiments rénovés de l'hôpital La Quintini, nous ont ouvert, à l'occasion d'une journée, les portes de leur cabinet dentaire. Tout commence à l'accueil, avec passage obligatoire, à la fois pour les patients et les malades, par le distributeur automatique de désinfectants. Ensuite, direction la salle de stérilisation pour apprécier l'important dispositif mis à contribution pour permettre aux dentistes de stériliser tout appareil avant et après son utilisation. Alors ici, c'est la machine de stérilisation et après elle va sortir de là. Les instruments vont sur la table pour se refroidir. Parce qu'ils sont très chauds quand ils sortent. Merci. En face de cette salle se trouve une autre, destinée à l'éducation et à l'entretien de la bouche. Les dentistes enfilent ici la tenue de maître d'école pour apprendre aux patients les bons gestes et attitudes à adopter pour l'hygiène de la bouche. À l'entrée, chaque patient a droit à un tube de dentifrice ainsi qu'à une brosse à dents. Sorti de là, la visite se poursuit dans la salle de soins. Et au détour, on tombe sur cette maman de patient. Je suis là pour accompagner mon fils qui a des problèmes dentaires. Nous sommes déjà passés la semaine dernière, on nous a donné rendez-vous pour aujourd'hui. Donc je suis revenue pour suivre la suite des soins dentaires. Son fils, qui trimballait 3 caries, est aux portes de la guérison. Il a des caries dentaires, donc sur 3 dents. On a enlevé la première la semaine dernière. Aujourd'hui, on enlève les 2 autres et on va plomber la 3e. Elle n'hésite pas au passage à faire un petit commentaire sur le suivi de son enfant. Ils sont gentils, ils sont très accueillants et c'est très très propre. Laissons la maman, on se dépêche de rattraper nos hôtes qui sont dans la salle de traitement pour apprécier la concentration des médecins qui, malgré la présence des caméras, affichent cet air sérieux qui ne les quitte jamais. Après des heures passées à se soigner, les malades sont appelés à s'arrêter là, dans le carré de l'après-traitement, pour écouter les derniers conseils et prendre le lot de médicaments qui leur est offert.
On apprendra notamment que les enregistrements se poursuivent. La sélection dentaire se poursuit tous les lundis et jeudis à 8h30 à la maison du parti. La clinique dentiste est spécialisée dans le détartrage, l'extraction des dents malades et cariés, ainsi que le plombage. Elle traite près de 50 patients par jour. Santé toujours, près de 600 personnes sont victimes des maladies cardiovasculaires à Kumbo, dans la région du nord-ouest Cameroun. C'est dans cette optique que l'hôpital Sainte-Élisabeth de Chilson a décidé de lutter, d'aller en guerre contre ce tueur silencieux. Dini Edmond Julingue Nyondi. La lutte contre les maladies cardiovasculaires s'intensifie à l'hôpital Sainte-Élisabeth de Chilson à Kumbo, dans la région du nord-ouest. Le taux de prévalence en hausse depuis quelque temps préoccupe les médecins de cette formation hospitalière. Plus de 55% de patients qui se présentent au centre cardiaque de Chilson sont hypertendus. Le deuxième groupe, c'est des malades qui ont des insuffisances cardiaques. Insuffisance cardiaque due à quoi? Aux cardiomyopathie, insuffisance cardiaque due aux valvulopathie post-traumatismale, insuffisance cardiaque due aux maladies congénitales du cœur. C'est vraiment difficile vraiment. Pourquoi? Parce qu'il y a des hypertendus qui s'ignorent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de symptômes. Les spécialistes de la santé qui tirent la sonnette d'alarme sensibilisent les populations sur les symptômes de maladies cardiovasculaires détectables depuis le jeune âge de l'enfant. À la naissance, déjà, ils peuvent être diagnostiqués par la couleur du nouveau-né. Oui, cette couleur, elle peut être bleue. Et non pas seulement ça, les enfants sont paresseux, qui têtent vraiment, qui prennent le sein pour quelques instants, ils se fatiguent, ils lâchent. Et ils ne grandissent pas bien. Donc c'est important, si vous voyez un enfant dans cet état, il peut souffrir d'une cardiopathie congénitale. Il serait bien vraiment de l'amener voir un cardiologue. Les maladies cardiovasculaires causent plus de 17 000 décès par an au Cameroun. Les accidents vasculaires cérébraux en nette progression touchent surtout la population féminine. La consommation abusive d'alcool, le diabète et un taux de cholestérol élevé sont aussi des facteurs de risque de la maladie au sein de la population adulte. Et cette note en sport pour sortir de cette première partie du journal. Le Kenya vient de perdre l'organisation du CHAN 2018 de football. La décision est issue d'une réunion du comité exécutif de la CAF tenue ce samedi à Accra, au Ghana. Le pays de Uhuru Kenyatta a accusé un retard dans la préparation de cette compétition qui démarre en janvier 2018. C'est sur la base donc d'un rapport d'une mission d'inspection que la CAF a pris cette décision ce samedi. Nini Mofo, you have the second segment of this news. Thank you once again, Nadine Yambu. To our televiewers, we thank you as well for joining us in this second segment of the news. It was a huge protest like never before in the two English-speaking regions of the country. Yesterday, at least 2 persons are said to have died and several others wounded. Many others arrested as well, as thousands took to the streets. That is in the northwest and southwest regions of the country yesterday to, amongst many other things, demand for the immediate release of those that are currently being jailed. As far as the Anglophone crisis is concerned, in Ekona, the angry youths were suppressed by security forces who were deployed on the ground. Derek Jato followed up happenings in Ekona and Boya yesterday. He tells us more in the following report. Stationed at the entrance into Ekona from Boya are water cannons, military trucks and element combat ready. As we got into Ekona town, the people had already taken to the street. Equinox Television is the first media organ to have arrived here. Mr. Equinox, I'm so happy to see you here. And every protester on the street seemed to have a message. Chief Findi of Ekona village immediately prepared a stage for Mr. Tambe Thomas Talbot, the divisional officer for Moyoka subdivision, to address the protesters.
The protesters said they will listen to the divisional officer on one condition, a condition that the divisional officer rejected. And the meeting was aborted. In their hands were green leaves, symbol of peace, and in their mouth were their messages. This is the population of Ekoname, about close to 30,000 inhabitants. But we are asking the regime to release all the detainees, because we are not ready for any war. We are ready for a gentleman peace talks. We call on United Nations once again and African Union that we are not ready to die. Let them liberate the people. The people want to be liberated. An Englishman is a gentleman. We are asking for gentility. As a white man, we don't want war. The Ekona population is now singing and marching out of the town to Buea, the southwest regional capital. With them, security forces. In Buea, heading to the southwest governor's office was intercepted by security forces. In their thousands, the people, most of them youth, are now coming back. And not peaceful this time. The main street is barricaded. It is quite a rainy atmosphere here in Buea, rainy in terms of nature and rainy in terms of activities here. I am standing on the #1 street of this municipality. Remember that Buea is the southwest regional capital. And behind me, you can see a vehicle that has been turned on. Downtown Moliko, Buea. The population is coming back now. The population is coming back. They have been tear gas. To my left, a kite on fire, and to my right, a church is being attacked. The angry protesters are saying that they want dialogue now, and they are not ready to back down. The news of the residents of Me Ekema Patuge Sunge under attack got to the security forces, and before the intervention, protesters had left their mark. From the balconies to the windows, all louvers were destroyed. Vehicles were heavily vandalized. Equinox Television also gathered that the protesters took money and other valuable items from this car. Still at checkpoint Moliko, Buea. A house is on fire, with the protest now turning confrontational. The people are scared to come and rescue. The victims were allowed to lick their wounds. Around Sosoliso, a man in his 30s is carried to the street, already dead. It is alleged that he was being shot. Barricades are mounted again on the road as the bereaved youth march with their lost round the town of Buea. That was the situation yesterday in the southwest regional headquarters of Buea. Relative calm reigned in that part of the country between the early hours of this morning and this evening. Reports from our correspondent on the ground, Derek Jato, is indicating that there was heavy military deployment in that part of the country. We remain in the southwest region of Cameroon to add that in Limbe, 2 people were shot by security forces who stormed the Centenary Stadium to stop the people from protesting. Davison Maimo tells us in the following report that it was a peaceful protest that went violent. His report. Gunshot and tear gas. This is exactly what is happening here. Forces of law and order, you can get the sound. They are struggling to disperse the crowd right there. The youths that have bent, that their friends that must be released from the Limbe Central Police Station. That is the sound we are getting from gunshot and tear gas. And my cameraman is being in a safe position right now because it is escalating. It's going to something else here in the city of Limbe. So much happening right now. From the GO's office, where they were stopped by the forces of law and order
order not to proceed with their mission and telling the supervisory authorities that, of course, enough is enough. Protesting. Now, they said the second fact is that they need to march to the police station in Limbe, where they are demanding that those who were arrested in the morning, a group of boys from Alpha Club Kutowe, we equally have a similar situation like this. You can find tears running from my eyes. It's exactly tear gas that has been thrown here by the force of law and order to disperse the crowd that actually moved from my floor downtown Limbe, demanding that they must see the divisional officer or the SU for FACO to lay down their problems. This is a situation with youth here in the city of Limbe, where of course they are saying that they are having a no violence protest here in the city of Limbe. Davidson Maimo, Equinox TV in Limbe. Davis Maimo there reporting from Limbe in the southwest region of the country, where calm returned in the early hours of this morning, but very few shop owners opened their businesses and just very few taxis were circulating around the city of Limbe. Now, several opposition leaders have been reacting differently across the national territory following the protests yesterday in the northwest and southwest regions of the country. The Social Democratic Front has so far kicked against the curfew instituted on Bamenda and the ban on the public manifestation. The curfew was instituted by the Governor Adolphe Lele Lafrique, and the ban was by the Senior Divisional Officer for Mezam Division in the northwest region of the country. The CPP party of Edith Kabangwala has so far denounced violence and praised the military for not brutalizing the Anglophone Cameroonians who took to the streets yesterday. The Pews party on its part says that what happened in the northwest and the southwest regions of the country yesterday was proof of a failed regime in Cameroon and an indication that youths are not satisfied with the socio-economic and political atmosphere in the country. Barrister Akeren Mona on his part and the AFP political party of Ali Sadio are calling for constructive dialogue as far as the situation in the two English-speaking regions of the country is concerned. Just to note as well that the Senior Divisional Officer for Momo Division in the northwest region of the country has banned public manifestations in his area of command between September 22nd, that was between yesterday, and the 7th of October 2017. A similar decision was taken by the Senior Divisional Officer for Mezam. His own injunction is expected, or his own prohibition is expected to end on the 1st of October 2017. Now, authorities in the economic capital Douala have prohibited commercial as well as other activities around the National Petroleum Depot, otherwise known in its French acronym as SCDP. The decision published yesterday and signed by the DO for Douala 1 municipality, Jean-Marc Ekwambanga, follows the double explosion that took place at SCDP Mbopi yesterday, an incident which was qualified by the governor of the Littoral region, Samuel Dodoneva Dibois, as a criminal act. The DO for Douala 1 municipality, as we can see, was in the area today to sensitize the population on the security measures put in place by authorities in the economic capital Douala to maintain calm and security across the city. We take you now to the west region of the country. One person has died and several others injured following the collapse of a building, a four-story building in Chang of the west region. We take you to that locality with our reporter Katrin Kone. We take you to Chang of the west region of the country to talk about the death of one person and several others injured after the collapse of a four-story building, an incident which happened a few days ago. Katrin Kone has the details. Incident was a crowd puller in Chang, west region of Cameroon. A child belonging to a family living under the building marked dangerous death as the structure collapsed on them. Eyewitness accounts say the building still under construction showed signs of weakness from the foundation, but occupants of the first floor could not imagine a disaster could befall them. One person died on the spot while others sustained injuries. Rescuers struggled to retrieve one child from the rubble, now responding to treatment. The search for other victims have continued, while experts blame the incident on poor constructed with weak building materials and limited concrete. And if there is one thing that the National Communication Council in the country is reputed for, it is the suspension
of journalists across the national territory like its recent outing. At least 10 media organs and practitioners have so far been suspended between 1 to 6 months for non-respect of professional ethics and deontology. Let's have the details of that report with Roland Ako. At least half a dozen media organs in Cameroon have been slammed sanctions by the National Communication Council after its 18th ordinary session in Yaoundé. The council, after the review of 17 cases, took some decisions, suspending for 3 months and 1 month some media organs and media practitioners in Cameroon from practicing journalism because they publish unfounded, offensive and subjective claims in their media organs. They complained grabbing attention the most is that of Samuel Etofis, a petitioner who lodged a complaint against Amplitude FM's program Embouteillage and its presenter Martinez Zogo for soiling his image by publishing unfounded claims about him. The council suspended the program Embouteillage and its presenter Martinez Zogo for a period of 3 months. Other high-profile cases included a complaint by General Pierre Semenge against the Daily Epevier for unfounded claims in the General's management of funds of the Professional Football League. The Daily Epevier is suspended for a period of 3 months by the National Communication Council. The Director General of the Social Insurance Fund and the Director General of the Autonomous Port of Kribi dragged Tribune de l'Est to the National Communication Council over unfounded claims, and Tribune de l'Est in each of the cases was suspended for a period of 3 months. Most of the other newspapers were suspended for a period of 1 month. Critics of the National Communication Council have all along said it is a regulator depending on a regulatee. Let us now see how academic and other activities have so far been grounded in some parts of the economic capital, Douala, as a result of the absence of electricity. You wouldn't believe that for 1 week now, residents of the student residential area in the country's economic capital, Douala, and also at Makepe Maturity have been in the dark. It has practically been a difficult situation for business persons, fish dealers, as well as students that are living in the said locality to go about their day-to-day activities. Up to now, as we speak, we have latest information from that part of the city of Douala that electricity returned few minutes ago. They're bringing us to the end of this edition of the Bilingual Newscast. On Equinox Television viewers, we thank you so much for joining us. Wishing you a blessed weekend in the company of our programs. Until we meet again, goodbye and good night. Nadine Yambo, bonsoir. Bonsoir, Mimi Meufo. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et bonne suite des programmes sur Equinox Télévision.